Lundi 12 février 2024, retour sur l'UFC du week-end avec notamment la belle performance d'Hermansson, un mot de l'interview que Jon Jones a donné à Submission Radio, et le feuilleton de l'UFC 300 qui continue. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et vous l'avez vu, hein, j'ai titré dans la vidéo 2024, est-ce l'année des vétérans? Je ne sais pas, mais il y a quelques semaines, Neil Magny battait Malotte. Ce week-end, Hermansson en main event bat Pyfer. Pyfer, on le voyait aller très loin, il frappait très fort, je vous avais parlé de ses interviews, il disait que tout allait très bien, qu'il avait eu un super camp d'entraînement pour la première fois de sa vie, etc. Alors il avait bien commencé, il a envoyé des grosses frappes. Personnellement, au premier round, j'ai cru que ça allait s'arrêter. Hermansson ne faisait que reculer, il avait du mal à trouver sa distance, il n'y avait que les kicks au corps et dans les jambes qui passaient à peu près. Mais Pyfer mettait une pression de dingue. Et petit à petit, hein, j'ai trouvé, moi, dès le deuxième round, on a vu Pyfer qui a commencé à baisser de rythme, mais il était encore très dominant. Et puis il y a eu un low kick à un moment qui a tout changé. Je pense que Pyfer, mentalement, a commencé à douter aussi quand il a vu qu'il frappait et qu'en face, ça tombait pas. Et Hermansson qui a renversé la table, hein, comme on dit, il a tout changé, c'était vraiment impressionnant. Il l'a dit dans l'interview d'après-combat, il avait du mal à lire mon jab plus low kick, alors j'ai insisté, j'ai fait du basique, jab low kick et jab low kick. Pyfer m'a quand même impressionné parce que je pensais qu'il allait abandonner un moment, la jambe, il tenait plus dessus, quand il prenait un kick, il faisait un tour sur lui-même, mais il a tenu, faut le saluer aussi. Et maintenant, voilà, hein, ne jamais enterrer les vétérans, Hermansson, il a de l'expérience, il s'en est servi, Pyfer a essayé d'aller chercher la lutte, pourtant ça avait l'air d'être un plus gros gabarit, Pyfer que Hermansson, il a jamais réussi à l'amener au sol, c'est même Hermansson à la fin qui a fini en position dominante, très impressionnant. Alors je vois pas Hermansson aller casser le top 5, mais c'est quand même une belle prestation. Il a demandé à affronter Nassourdine Imavov. Alors pour Imavov, je suis pas convaincu que c'est le combat qu'il voudrait, mais écoutez, est-ce que l'UFC lui donnera? Je ne sais pas. Maintenant, il l'a dit Hermansson après le combat, hein, j'avais très confiance en moi, surtout si le combat durait, je savais que mon cardio était bon, même si j'avais pas combattu depuis un moment, j'avais continué à m'entraîner, j'avais continué à bosser sur le cardio. J'ai été très touché au premier round, je m'attendais pas à ce qu'il frappe aussi fort. J'ai fait des erreurs, le but c'est toujours de toucher sans être touché. Là j'ai été touché mais c'est passé pour cette fois. Le but c'était d'augmenter le rythme au fur et à mesure du combat. Il l'a très bien fait. C'est très fort hein, de réussir à faire passer l'orage comme ça sur les deux premiers rounds quand tu prends beaucoup de coups, quand l'adversaire te met la pression, quand t'es la proie. Hein, c'était vraiment une proie Hermansson au début. Il a réussi à tenir. Alors ça m'a fait rire parce qu'on disait que Pyfer, on dit que Pyfer a battu le record de Ngannou sur la punching machine. Écoutez, c'est ce que disait le commentateur sur RMC, hein. Peut-être que dans la machine il a tapé plus fort, mais dans un ring, avec du mouvement, avec un adversaire qui bouge, on pense quand même que Ngannou frappe plus fort que lui. Il a aussi dit qu'il voudrait recombattre cette année, mais il attend de voir comment son corps va réagir. Pour l'instant, à chaud, pas de blessure, il veut pas attendre un an pour revenir. Il aimerait beaucoup combattre à Oslo, en Norvège, chez lui. Mais le problème, c'est que le MMA est illégal là-bas. Il espère donc que ce sera légalisé prochainement. Et voilà, il le dit, pourquoi pas combattre Imavov, c'est ce que je voudrais. Il y a d'autres gros noms qui l'intéressent. Je crois qu'il a parlé de Brendan Allen, mais Allen est booké maintenant contre Vettori. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a parlé d'Allen dans la conférence. Et puis sinon, Khamzat Chimaev, il dit que ça l'intéresse. Alors moi, maintenant, personnellement, j'ai du mal à voir Chimaev accepter un combat contre Hermansson qui est quand même loin dans les classements. Chimaev, il semblerait que le title shot lui soit promis. Mais écoutez, on verra ça. Et puis pour Pyfer, alors il a mis un post hein, sur les réseaux, j'en parlerai un peu tout à l'heure, mais il dit qu'en gros il est toujours là, ça arrive, il va continuer à bosser, il va revenir plus fort. Et je pense que c'est la bonne mentalité, parce que la première défaite hein, comme ça à l'UFC en main event, il a déjà perdu avant Pyfer, mais c'est jamais facile à accepter. Là il était sur la grosse scène, hein, tous les projecteurs étaient braqués sur lui toute la semaine, c'était lui que l'UFC voulait voir gagner, un peu comme il y a quelques semaines, il voulait voir gagner Malotte. Et bah là c'est pas passé une nouvelle fois, donc... Ceux qui n'aiment pas Ilia Topuria, peut-être que c'est l'année des vétérans. Volkanovski, le week-end prochain, on va en reparler. Il a le rôle du vétéran dans le combat contre Topuria. Ça veut peut-être dire que c'est bon signe pour Volkanovski. Un peu plus bas dans la carte, on avait Dan Ige qui a battu André Fili. Alors, le KO était impressionnant. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Un beau overhand, une belle frappe, un beau KO, ça m'a fait un peu penser à Josh Emmett, hein, le KO qu'il a mis au mois de décembre sur Brice Mitchell. Bon, c'était pas aussi impressionnant, mais il y avait un peu de ça. Bah voilà, Dan Ige, il a dit lui aussi qu'il allait prendre le temps de revenir. Il aimerait combattre à la sphère au mois de septembre, donc pourquoi pas, je lui souhaite. Pourquoi pas le perdant de Ortega contre Rodriguez? C'est peut-être un peu loin au classement, et puis même lui le dit, j'ai pas d'adversaire particulier, pourquoi pas ce combat-là, mais je prendrai qui il faut. Et il l'a dit, il y a encore quelques années, j'étais juste un gars qui frappait fort. Aujourd'hui, j'ai appris à amener mes techniques, je suis devenu plus technique, j'ai appris à faire venir ma grosse frappe. C'est pas juste une grosse frappe, c'est je te fais des feintes, je t'emmène là où je veux t'emmener, et boum, quand ma grosse frappe part, bah là tu vas dormir.
Il a vraiment réussi, je suis content pour lui. Il explique aussi être beaucoup plus concentré sur lui, avoir pris du recul par rapport au combat. J'y pense beaucoup moins, c'est ce qu'il dit. Avant, je pensais tout le temps au combat. Maintenant, j'ai une famille, j'ai des activités, j'ai des amis qui ne sont pas des combattants. Des gens, quand je les ai rencontrés, ils ne savaient pas que j'étais combattant. Et ça me fait du bien de penser à autre chose qu'au combat. Il a 35 ans, je crois, Danny Gay. Il y a peut-être un moment où il faut aussi se ménager. Il le dit, j'ai jamais eu de grosses blessures, j'ai jamais pris de KO, j'ai jamais été opéré. Je fais très attention à mon corps, je prends des bains chauds, des bains froids, je fais des saunas, je fais les rayons rouges. Là, j'ai oublié ce qu'ils appellent les red light, mais voilà, pour la récupération. Donc il est très content de sa performance. Elle est dure pour Philly. Moi, je pensais que Philly allait s'imposer. Maintenant elle a fait mal. Elle a fait mal celle-là parce qu'une nouvelle fois il avait gagné, il était sur une bonne. Il pensait qu'il allait repartir et boum, il prend un KO, puis là il n'y a rien à dire. C'est pas une décision serrée où tu te dis ah j'aurais pu gagner. Non, là t'as pris le coup, tu t'es écroulé. Voilà, c'est pas facile, mais c'est aussi ça le sport de haut niveau. J'ai aussi beaucoup aimé la prestation de Vieira dans premier combat de la main card. Il a su imposer son JJB, c'était plutôt cool. Johnson, lui, il m'a surpris Johnson. Je pensais qu'il allait s'entêter à rester debout, tout miser sur sa boxe anglaise, sur sa vitesse de frappe. Non, il a mixé les choses, il a été chercher la lutte. Ça m'a impressionné, je m'attendais pas à ça de sa part. Le beau KO de Rodriguez sur Tavares, un KO debout, c'est assez rare, j'aime beaucoup. Il l'a noyé sous une pluie de coups, Tavares, il en voulait plus. Hein. Il avait trop pris, c'était beaucoup trop pour lui. Et puis écoutez, c'était plutôt tout ce que je voulais dire sur cette carte-là. Dans les prélims, pour nos amis belges, il y a Oki qui a remporté une décision partagée, si je dis pas de bêtises. Il a fait un beau combat, il a été amené au sol un moment, il a réussi à se relever, il a passé un peu de temps au sol, mais quand même, très beau jab, très belle anglaise. C'est bien de commencer sur un combat comme ça, partagé, c'est pas t'arrives à l'UFC, tu mets un KO et t'as pas appris grand chose. Là, il a passé 15 minutes dans la cage, je pense que c'est une expérience de laquelle il va beaucoup apprendre. En ce moment, John Jones est en Australie, alors je crois qu'il est parrain pour des événements de boxe, de ce que j'ai cru comprendre, mais en tout cas il a été interviewé, et comme annoncé depuis le début, hein, ça va être une longue blessure à remettre, il est toujours pas prêt à revenir, hein. À l'heure actuelle les médecins lui ont donné pour consigne de ne rien faire, il doit même pas faire de pompe, rien du tout, faut qu'il se repose. Alors vous avez vu, il a bien pris des joues, pour ceux qui ont douté, là John Jones c'est un vrai poids lourd, je peux vous le dire, voilà, il doit laisser son corps se remettre, mais l'UFC quand même il y a quelques semaines lui a proposé d'être le main event de l'UFC 300, il a refusé, il a dit non je prends pas de risque, voilà, ils lui ont dit ouais ce serait bien de t'avoir sur la carte, voilà, t'es le combattant qu'on veut, ça serait magnifique, l'UFC 300, John Jones, il a dit non mais mon corps ne peut pas, les médecins ne veulent pas, je veux pas prendre de risque, donc il a dit non. Il a aussi confirmé que le prochain ce sera sûrement Stipe Miocic, et que de toute façon, selon comment va se passer le combat, selon comment il se remet de la blessure, il va décider de la suite. Il dit moi je prends pas Stipe Miocic à la légère, je suis concentré sur lui, maintenant si j'ai des mauvaises sensations dans le combat, si je sens que je suis plus au top, je préfère me retirer plutôt que continuer. C'est très fort, finir sur une note positive, ou en tout cas ne pas tomber dans les enfers du MMA, c'est quelque chose que je lui souhaite. Et puis vous savez, Aspinall pousse à fond pour un combat contre lui, et il l'a dit, Aspinall il est impressionnant, mais il n'est pas encore assez important pour que ce soit lui qui décide de mon emploi du temps, c'est pas lui qui décide du combat. Moi, j'exclus pas un combat contre lui. Maintenant, si j'ai un conseil à lui donner, c'est tu dis que t'es le meilleur, va prouver que t'es le meilleur en battant des mecs, va faire de l'argent, et si notre combat doit avoir lieu, il aura lieu. C'est un bon combat, on peut ne pas aimer un bon conseil, on peut ne pas aimer John Jones, mais je pense que dire ça à Aspinall, c'est le top. C'est vrai, quand tu veux être le meilleur, bah prouve-le, bats-les tous. Et puis si t'as ta chance à John Jones, t'auras ta chance à John Jones. Mais je pense que Aspinall doit passer à la suite. Je vous le disais, hein, le week-end prochain, c'est le combat entre Topuria et Volkanovski. Et Daniel Cormier a donné son avis sur Topuria. Alors je suis pas forcément d'accord avec lui, mais peut-être que je me trompe. Il le dit, moi, il me fait penser à Conor McGregor à l'époque, un jeune plein de talent qui dit qu'il va mettre KO tout le monde, qui va devenir une superstar, qui va faire ci, qui va faire ça, et qu'il le fait. Et quand il le fait, ça y est, c'est une superstar mondiale. Alors franchement, je me souviens quand McGregor prend la ceinture, même quand McGregor prend la ceinture intérim à Chad Mendes, il est déjà à un autre niveau, il est déjà beaucoup plus populaire que ne l'est Topuria aujourd'hui. Donc peut-être que Topuria joue là-dessus, mais je pense pas qu'on puisse faire un parallèle ou un tout petit parallèle seulement entre les deux. Je suis retombé sur cette image très drôle. Au moment où Topuria affrontait Ryan Hall, on avait un tweet d'Alexander Volkanovski qui dit je pensais avoir mis un petit pari sur Hall, mais en fait j'ai rajouté un 0 sans faire exprès. Et finalement le combat avait été perdu par Hall, donc il avait perdu son argent. Et il y a un mec sur Twitter qui dit ouais, c'est là que le bif a commencé entre les deux. Ça m'a fait sourire, je voulais vous le partager. Toujours à l'UFC 300, le feuilleton de ces dernières semaines. Hein. D'ailleurs, je finis par me demander si tout ça, c'est pas juste du vent pour faire parler, pour créer un engouement. Parce que si l'UFC avait dit là, début janvier, bah, le main event de l'UFC 300, c'était le combat. Bon, bah ok, on n'en parle plus, on attend. Là, on en parle, là, on sait pas, c'est compliqué. Et Dana White a dit, là, il nous reste 2 combats à mettre sur la table, on est en train d'y travailler, mais c'est un truc de fou ce qui se passe en coulisses, vous savez pas, on pourrait faire un film sur ce qui se passe en coulisses. Dès que j'ai des informations, je vous les donne. Franchement, j'ai un petit soupçon sur que tout cela soit pas déjà ficelé et puis qu'on nous vende le truc, qu'on nous tienne en haleine. C'est mon doute. Joe Pyfer, je vous le disais, il a fait sa petite déclaration. Voilà, il a dit que
La vie, c'est à propos de vivre et d'apprendre. Il a été très content de partager la cage avec Hermansson. Il était confiant, tout s'était bien passé, il a fait ce qu'il fallait, il a gagné les 2 premiers rounds, il a perdu les trois suivants. Il dit voilà, j'ai pas perdu dans la vie, j'ai appris, je vais revenir plus fort. C'est comme ça, c'est une expérience. Bah écoutez, je vous le disais tout à l'heure, c'est le moment pour lui de montrer que c'est un grand, c'est ça les grands, c'est savoir rebondir. Hein. On le disait, Georges Saint-Pierre, il a jamais été aussi populaire que quand il a perdu pour la première fois et qu'il est revenu et qu'il a montré qu'on pouvait se relever. Les gens adorent ça. Donc je lui souhaite de réussir, mais c'est sûr que maintenant il le sait. La puissance de frappe, c'est une chose, mais il va falloir miser sur autre chose que sur la puissance de frappe. Conor McGregor, qui a fait un petit tweet pour le Super Bowl, il dit ouais, le plus grand événement de sport au monde, à quelques temps du retour de Conor McGregor cet été. Donc voilà, lui, il maintient, je reviens cet été, donc on pense au mois de juin. Partie de poker menteur qui est engagé avec l'UFC, je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que McGregor finira par revenir. Pour le sport, c'est toujours bien, ça fera parler, ça fera de la pub à l'UFC. Il y a des gens qui l'aiment pas, ils regarderont pour le voir perdre, et les gens qui l'aiment regarderont pour le voir gagner. Vous savez, Brendan Allen, il avait dit il y a quelques temps qu'il aimerait beaucoup que l'UFC lui fasse un short personnalisé. Il demandait pas grand chose, il demandait un short violet. Il dit voilà, Brice Mitchell, il a son short camouflage. Moi, je voudrais mon short violet pour rendre hommage à mon état l'état où je vis, l'état où je suis né. Je crois qu'il est né en Louisiane, si je dis pas de bêtises. Et là, j'ai vu, il a mis une vidéo à l'entraînement. Il a son short violet, ça a l'air d'être un short officiel. C'est pas forcément une information combat, mais moi, vous savez, j'ai souvent dit, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous m'avez déjà entendu le dire, la boxe anglaise, il y a un petit charme à ce que les gars arrivent avec leur propre équipement. Ça ajoute un petit quelque chose. L'UFC, c'est parfois un peu terne, un mec en blanc, un mec en noir, un mec en gris. Bon, des fois, il y a un peu de rouge, un peu de jaune. Alors, ça change rien au combat, ça change rien à ce qui se passe dans la cage, puis je comprends que l'UFC a voulu s'inspirer de la NFL, de la NBA, avec un équipementier unique pour tout le monde, etc. Mais voilà, le petit short violet, ça peut ajouter un peu de folklore. Je vous passe une vidéo de Sean Strickland, il a fait un combat, si on peut appeler ça, avec un influenceur américain très connu, Sneako. Moi, je ne connaissais pas du tout, mais apparemment aux États-Unis c'est quelqu'un. Et alors au début, il a été tranquille, à la fin, il l'a allumé, ça faisait peine à voir. La vidéo, je vous la passe en accéléré, il n'y a pas tout, vous irez voir si vous voulez. Mais c'est hallucinant, les mecs ont jeté l'éponge, il a continué à frapper, puis un arbitre, on va dire entre guillemets, qui est venu les séparer. Mais franchement, il y a été un peu comme une brute, Sean Strickland, et il y a Jake Paul qui a tweeté qu'il lui a dit ouais, pauvre Strickland, c'est gênant de te voir, t'as même pas réussi à mettre KO un mec sans expérience. Et en gros, t'es bon qu'à boxer des mecs qui n'ont pas d'expérience. Il lui dit ouais, si tu veux, je te fais venir dans ma salle et puis je te donne $1 million si tu me bats. Par contre, si c'est moi qui te bats, tu te fais tatouer. Ça, c'est le grand truc à Jake Paul de se faire tatouer. Et puis Sean Strickland lui a répondu ouais, t'as perdu contre un boxeur à mi-temps, en gros. Un demi-boxeur. Puis il dit ouais, puis en plus, Jake Paul, de toute façon, en gros, c'est personne. Il combat que des petits combattants de MMA à la retraite. Et puis il vend de l'eau sucrée aux enfants. Je pense qu'il a une marque, lui ou son frère, de boissons vitaminées. Enfin bref, un truc un peu un attrape-nigo, j'ai envie de dire. Et puis, si c'était légal, en gros, je te tuerais avec un sourire sur le visage. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'affronter? Il lui dit ouais, moi si tu veux me faire plaisir, viens avec moi dans le désert, pas de caméra, pas d'Instagram, puis il y a que le vainqueur qui repart. Bon voilà, Sean Strickland, jamais dans l'abus. D'ailleurs, Sean Strickland, il s'est apparemment embrouillé ce week-end avec Machine Gun Kelly, à je ne sais plus quelle occasion. Et Dana White, il a dit ouais, le problème c'est qu'on peut l'emmener de nulle part parce que partout il risque de partir en vrille. Donc Strickland, attention, il a perdu la ceinture. C'était marrant quand il était champion de l'entendre parler de tout le monde. Là, il a perdu la ceinture. Il faudrait pas qu'il parte dans des délires qui vont finir par lui coûter de l'argent avec des procès aux États-Unis. On le sait, ça va très vite. Un petit tour en boxe anglaise maintenant avec Haney et Garcia qui vont s'affronter, c'est officiel. Ça va être très 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 médiatisé comme combat. Ça va avoir lieu le 20 avril à Las Vegas. Ça va venir vite, le mois d'avril il est très fourni. Donc c'est un combat qui était très attendu par les fans de boxe anglaise. Moi je le suis moins, mais je voyais beaucoup, ça parlait depuis un moment. Écoutez, espérons que ce soit un combat qui délivre dans le ring. Magomed Ankalaev qui tweet et Jamal Hill, il aime beaucoup parler de moi. J'espère qu'il va gagner son prochain combat et qu'ensuite on va s'affronter et je vais lui faire une vraie masterclass. Bon bah c'est vrai, Hill s'il revient, il va avoir son title shot. Magomed Ankalaev, il a envie d'avoir un title shot, il se dit bon, si j'arrive à faire un petit bif avec Jamal Hill et qu'ensuite je peux avoir ma chance pour le titre, ce serait bien. Maintenant, de toute façon, Magomed Ankalaev, il est tout là-haut, hein, il est plus loin de sa chance pour le titre, mais il y a tellement de monde, là ça commence à bouchonner. Pereira qui a pris la ceinture, ça a foutu un peu le bordel. Hill qui revient, ça va refoutre le bordel. Donc je comprends la position de Magomed Ankalaev, voilà, il essaye de trash talk un petit peu, on voit que c'est pas son truc. Maintenant, il a raison de tenter sa chance. Et puis on termine avec la vétéran de l'UFC, Felice Herrig, excusez-moi, qui avait pris sa retraite du MMA il y a un petit moment. Je crois qu'elle était partie en boxe, elle avait dit que le MMA ça avait vraiment jamais été son truc. Là elle se retire définitivement des sports de combat, donc voilà, on a vu son nom passer pendant quelques années. Je voulais quand même vous souligner le fait que c'est fini, elle prend sa retraite. On passe tout de suite à la minute auditeur.
Il y a NetDogs qui me dit « Chimaev aurait fait l'ascenseur contre Topuria et Dolidze l'aurait fait taper en sparring. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est vrai ?» Bah écoute, est-ce que c'est une rumeur seulement? Je sais pas du tout. Maintenant, moi, tu sais, je fais plutôt partie des gens qui pensent que ce qui se passe en sparring, ça doit rester en sparring. On sait pas ce qui peut se passer en sparring. Voilà, il peut y avoir des sparring à thème, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça. Les rumeurs comme ça, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai pas vu ni Topuria ni Dolidze en parler. Si ça a été sorti par quelqu'un d'autre de la salle, je préfère, mais si c'est Topuria qui aurait dit « Ouais, moi j'ai fait faire l'ascenseur à Chimaev », encore une fois, ça sert pas vraiment son personnage, et puis Dolidze, vu le mec, je pense pas que ce soit le genre à dire ça. On a Jinkoa d'Autriche qui me dit « Pour le PFL Europe, le vainqueur chope une prime de 100 000 $, pardon. Par contre, à la base, le gagnant devait en effet intégrer le tournoi à 1 million, mais effectivement, les choses ne semblent pas claires car le champion PFL Europe 2023, le Polonais Jakub Kazuska, va de nouveau combattre pour la nouvelle édition européenne de 2024 face à l'Anglais Kane Moussa. À moins que ce soit son choix, ce qui serait étrange, mais ouais, c'est vrai, pourquoi pas, t'as raison. Remporter le tournoi de la saison passée ne semble pas lui avoir permis de passer au PFL international. En effet, c'est dommage, j'espère que le PFL va un peu expliquer tout ça, éclaircir tout ça. Maintenant, voilà, peut-être que c'est son choix, comme il dit, comme tu dis, on sait pas. Maintenant, voilà, cracher sur la possibilité de prendre 1 million, c'est peut-être un peu gros aussi. Et puis il y a TNSN qui me dit Gaziev, je le connais depuis un peu avant l'UFC, mais là incroyable, je crois qu'à son deuxième combat en main event, s'il gagne, pour moi il va entrer pas loin des portes du top 15. Et Lucas Rocha, il est brésilien. Bah oui, parce que tu me disais la semaine dernière, on parlait, et dans la conversation des commentaires, tu m'as dit ouais, il y a un nouveau qui arrive, il s'appelle Lucas Rocha. Et du coup je pensais que c'était un français, parce que voilà, j'ai mal compris. Mais non, c'est un brésilien, donc je m'excuse pour tous ceux qui ont cru que je donnais une fausse information. Non, c'est juste que j'avais mal compris. Voilà, un gars qui arrive à l'UFC, apparemment qui serait très très bon au sol, d'après ce que tu nous dis. Donc écoute, on va suivre ça. Et tu dis, et j'ai un autre coach pour BSD, c'est le préparateur physique des lutteurs de la Bulgarie qui a été champion du monde de lutte sur sable. C'est tout ce que je peux te certifier. Et voilà, ce week-end, j'espère que tu vas regarder l'Hexagone. Bah, l'Hexagone, j'ai juste vu les résultats. Je t'avoue que j'ai pas trop suivi. Je vais rien leur enlever aux mecs, mais tu sais que moi, que 95% de ce que je regarde, c'est l'UFC. J'ai vu ce résultat du main event. Et voilà. Ensuite, on a Good Vibes qui me dit « Concernant Sejnur's Cut, Josh Barnett commente sur X à quel point les explications avancées sont insensées puisqu'il a été lui-même cornerman au Japon durant de nombreuses années et qu'il n'a jamais eu besoin d'un visa. » Et ouais, on disait la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, que Sejnur's Cut, son combat a été annulé au One quelques heures avant l'événement. Lui, il dit qu'en gros, le One FC lui a fait un coup dans le dos, qu'il voulait le mettre devant le fait accompli, qu'ils n'ont pas géré l'administratif pour son père et son coach, et du coup, ils se sont retrouvés de manière illégale sur le pays, ils n'avaient pas de visa, etc. Et donc voilà, un peu bizarre, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que à l'époque du Pride, le nombre d'Américains et de Brésiliens et de je ne sais quoi qui ont été combattre là-bas, ça s'est toujours bien passé. Au K1, c'était pareil. Donc si dans les années 90-2000, on arrivait à faire un visa, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Cette histoire, elle est vraiment étrange. Il y a Dave Serein qui me dit, il y a un truc qui m'étonne, c'est la puissance donnée de Pfeiffer. Ngannou était vers 120 ou 130, je me souviens pas. Je me souviens pas des zéros, mais l'ordre de puissance reste pareil. Et là, un middleweight passe à 170, ça fait 30% de puissance en plus que Ngannou. Il y a un truc qui me laisse perplexe. Oui, il tape fort, mais s'il a 30% de plus que Ngannou, ça veut dire plus fort que tous les gars de l'UFC, ce qui est vrai. Je le connaissais pas, je regarde que des combats choisis, du coup les nouveaux venus, voilà. Avec l'âge, se lever ou rester éveillé, c'est plus possible. Moi, je le fais jamais, je te dis pour être honnête avec toi, je regarde toujours en replay. Si je regarde un événement en live la nuit, en fait, arrivé à la main card, je commence à en avoir marre, je commence à m'endormir, je me dis, allez, j'ai vivement, et puis en fait, je savoure pas, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller dormir, donc maintenant, je regarde toujours en replay le dimanche. Je vais aller voir ses combats, mais vous, est-ce que ça vous étonne? Oui, c'est étonnant, c'est totalement étonnant qu'il aille frapper plus fort que Ngannou. Ils disent qu'ils ont la vidéo et qu'ils vont la sortir, donc écoute, on verra bien. Et tu dis, il y avait John Jones qui avait battu Ngannou, mais l'UFC a invalidé pour erreur de calibrage. Ils font un calibrage individuel par poids, par KT, point d'interrogation, c'est une question ou c'est pareil pour tous? Écoute, tel que ça a été vendu, pour moi, c'était pareil pour tous. Et il dit, j'ai vu ses combats où il tape fort, mais plus fort que Ngannou. Pourtant, je n'apprécie pas du tout Ngannou, même si je respecte son histoire. Non, mais c'est clair, c'est trop bizarre cette histoire. Pour moi, c'est tout le monde pareil. Hein. Moi, si je tape, si Ngannou a fait 130, je sais pas, je vais faire 40. L'autre, il tape derrière. Pour moi, c'est la même échelle pour tout le monde. Sinon, je vois pas trop où serait la logique. Écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 17 h. Passez une bonne soirée. Salut!